Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce récap, votre nouveau rendez-vous lié à l'actualité des salons. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se rendre au salon Big Data et AI Paris 2024, nous vous proposons un résumé au cours duquel nous partagerons avec vous ce qui a marqué la rédaction et ce qui vous permettra de nourrir votre réflexion sur la data et l'IA. Pour sa 13e édition, le salon s'est installé à la porte de Versailles avec toujours le même objectif, rester la référence pour les professionnels du secteur. Et qui mieux que Jade Baer, responsable de conférence pour le salon Big Data et AI Paris, pour en parler. 13e édition qui n'est pas des moindres puisque symboliquement on est 12 ans après la création du salon. Donc un salon qui, je le rappelle, fédère un écosystème avec des personnes qui se regroupent autour des outils, des tendances, mais aussi des enjeux liés à l'IA et au Big Data. Il est difficile de réduire la question de la gestion des données à une simple question d'outils. Pour Shafika Guettaoui, d'AXA, c'est avant tout une question de gouvernance décentralisée. Alors, c'est vrai que quelques années en arrière, on parlait beaucoup de centralisation parce qu'on avait une action technologique ou technique de la chose, c'est-à-dire mettre de la donnée dans un endroit unique pour s'assurer qu'elle soit sécurisée et accessible à tous. Sauf que dans la réalité, pour que cela marche et que pour qu'on soit une société data-driven, il faut redonner à la main du métier l'ownership de la donnée et de sa qualité et même de son exposition. Donc moi, je ne parle pas que de décentralisation, je parle de décentralisation gouvernée, c'est-à-dire avoir l'autonomie dans un cadre bien identifié, c'est-à-dire chaque métier doit avoir l'ownership de produire ce qu'on appelle les produits data dans un cadre gouverné par une équipe centralisée qui est la Data IA Office. Donc dans la réalité, je ne suis pas contre la centralisation ni la décentralisation, je suis pour la décentralisation gouvernée. On ne peut pas être data-driven si la data et l'IA n'est pas la responsabilité de tous. Ça ne peut pas être la responsabilité de la DSI et du Data Office. La DSI et Data Office, ils ont des rôles d'accompagnement, d'acculturation, de mise en place de frameworks, d'outillage. Mais celui qui est responsable de cette donnée, de sa génération, de sa qualité, de son usage, est le métier. Donc nous, chez AXA France, ce qu'on a fait, on a créé cette fameuse décentralisation gouvernée. On a nommé à la tête de chacun des domaines data qu'on a définis un N-1 COMEX, donc un cadre dirigeant qui est responsable du déploiement de la stratégie data localement. Ça veut dire quoi? Acculturer ses collaborateurs, s'assurer que les collaborateurs travaillent bien pour la data quality et sa documentation, et surtout s'inspirer des autres pour en faire un usage responsable. La donnée permet aux organisations, y compris en milieu industriel, de tester et de déployer des cas d'usage intéressants, comme avec le cas d'Alstom et son projet réalisé en partenariat avec Sowen. Alors effectivement, en fait, c'est un cas d'usage qui est très intéressant. C'est pour ça qu'on le présente assez largement et très régulièrement, même avec des personnes de chez Alstom. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était parti d'un besoin au départ du design chez eux, qui était l'idée d'avoir un portfolio qui permette de présenter leurs produits de façon homogène et de façon interactive. Et très rapidement, cet univers virtuel étant donc en 3D temps réel, ils en ont vu plein de cas d'usage différents, plein de possibilités différentes. Donc aujourd'hui, c'est devenu un outil stratégique, transversal au groupe, qui est utilisé à la fois par la formation, les ressources humaines pour faire de l'onboarding, par les commerciaux et également d'Alstom, puisque pour présenter un train, c'est beaucoup plus facile de le faire quand il est représenté visuellement comme ici, mais également par des profils beaucoup plus techniques comme les ingénieurs. Ce que je vous faisais voir tout à l'heure, c'était effectivement la possibilité de venir zoomer en quelque sorte dans l'univers virtuel, pour avoir le détail d'une pièce en particulier mécanique d'un train, par exemple. On peut faire également de la simulation, donc simuler le trafic des trains quand on a un incident, comment c'est régulé, comment les trains communiquent entre eux. En fait, tout est rendu très visuel. Et vous parliez de data tout à l'heure, et effectivement, ce qui est intéressant aussi avec ces univers virtuels temps réel, c'est que finalement, tout est rendu visuel et compréhensible de tous. Et également, des choses qu'on ne peut pas voir, qui ne sont pas palpables dans le monde physique d'aujourd'hui. Donc de la data, des services sont pleinement compréhensibles dans ce type d'univers. Disposer d'une bonne stratégie autour de la donnée s'adresse à tous les styles d'entreprise et pas uniquement aux startups, aux GAFAM ou aux géants de la banque et des assurances. Le groupe Unibail Rodamco Westfield, le géant de l'immobilier et Total Energy en sont les parfaites illustrations. Alors, ça se fait de manière très naturelle, j'ai envie de dire, parce que le modèle du retail est très sous tension. Ça a été un modèle très porteur pendant des années, avec des croissances très intéressantes. Et après, tout d'un coup, dans les dernières années, on se rend compte qu'on a une situation très difficile. Du coup, une concurrence très acharnée de la part de l'e-commerce, les Amazon et autres. Et un contexte très compliqué. On a eu le Covid et tout le reste. Du coup, on se rend compte que notre modèle traditionnel qu'on a vécu pendant des dizaines d'années n'est plus
suffisant à générer la croissance. Et donc, et ça je trouve très illuminé de la part de notre top management, on cherche la croissance via la data. Donc cette infusion de la culture data, ça se fait de manière très naturelle parce que tout d'un coup, la data est en train de devenir une source de croissance pour l'entreprise. Oui, la databilité, en fait, c'est un concept qu'on a mis en place au sein de la Digital Factory pour redynamiser le développement avec de l'IA et surtout contrecarrer le fait qu'on mette le principe et l'effet cerise sur le gâteau de la data science dans un produit software. En fait, la problématique de cette cerise sur le gâteau, c'est on va commencer à développer et explorer en même temps. Sauf qu'en fait, les deux approches sont peu compatibles. Et on se retrouve souvent avec des impacts, soit des impacts business, avec une valeur qui n'est pas là, un impact d'infaisabilité de la solution, ou alors simplement la donnée n'est pas disponible. Et l'objectif de cette databilité, c'est un concept qui lie à la fois la partie opérationnelle, gestion d'équipe, la partie qualité de la donnée, mais également bonne pratique, et pour finir, qui lie toute la partie nouvelle façon de développer une approche data science. Depuis 2022, les entreprises sont passées d'une phase de découverte à une phase d'intégration de l'intelligence artificielle dans les tâches quotidiennes des métiers. Là encore, toutes les activités sont concernées. Le monde du droit et de l'assurance en sont encore une fois de plus de bons exemples. Ce que va pouvoir faire l'IA générative, c'est qu'elle va permettre de traiter de manière très efficace, on va dire, cette masse de données. Et on va voir comment on travaille pour s'assurer qu'en même temps qu'on apporte ce gain de productivité, on va aussi sécuriser et apporter de la fiabilité dans les réponses apportées par l'IA. Ça a été le travail de toute une équipe pendant plusieurs mois. C'est une plateforme qui est héritée de ce qu'on appelle la RAG. Ça s'appelle recherche augmentée par génération. Et donc on a fait une version personnalisée pour le droit de cette plateforme. Donc évidemment, au cœur de cette plateforme, il y a la fiabilité. Il faut que quand on pose une question au système, la réponse soit fiable. Il ne faut pas qu'on se demande s'il y a des problèmes au niveau de la fiabilité. Et pour ça, on a combiné différents types de recherches. Alors il y a une recherche lexicale, une recherche booléenne sur les documents. Et il y a aussi une recherche sur des morceaux de texte. Et ces morceaux de texte sont ensuite vectorisés dans un espace vectoriel. Donc là, c'est assez technique, mais ça permet de faire une recherche sémantique. C'est-à-dire qu'on va disposer les phrases qui ont le même sens proche dans cet espace. Et cette combinaison de recherche croisée avec nos référentiels va donner la pertinence qui va être évaluée à une vingtaine d'endroits à peu près dans cette plateforme par des sondes qui remontent des informations, des indicateurs qui sont ensuite revus par des êtres humains. Déjà, on a effectivement une première approche, c'est de se dire chacun peut être augmenté entre guillemets, par l'IA. Et là, on va être sur des cas d'usage d'utilisation de copilot, de l'IA générative, mais en self-service, au poste de travail, dans un espace sécurisé, c'est-à-dire que les données ne sortent pas, elles sortent pas de notre univers Covea, et dans lequel on peut donc faire des prompts sur des fichiers, questionner l'IA générative pour résumer des textes, pour générer de la donnée. Et voilà, donc ça, c'est un usage individuel. Ensuite, on a des travaux plus au niveau du collectif, des équipes. Et là, on fait ce qu'on appelle des RAG, où on met des bases documentaires et puis on interroge les bases documentaires. Et puis le niveau 3, c'est le niveau dans le SI, dans les processus, dans les parcours, où on va chercher à mettre des briques d'IA pour automatiser des processus d'assurance. Lors du salon Big Data, nous avons également croisé un très grand nombre de fournisseurs qui ont rappelé à quel point l'IA allait ces prochaines années devenir incontournable, mais qu'elle devait être intégrée dans une réflexion stratégique. Dans un univers idyllique, la GenAI fait tout. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de sujets de GenAI qui sont des sujets qui ne sont pas assez stratégiques, qui sont des sujets dans lesquels on met en place un agent conversationnel d'entreprise qui va répondre aux questions sur les fiches de paie et sur les notes de frais, et qui fait peut-être gagner quelques pourcents de productivité à quelques personnes, mais ce n'est pas sur ça qu'on base une stratégie d'entreprise. Les agences, je dirais, c'est la troisième génération de l'IA générative. Au début, on a tous essayé ChatGPT, on l'a utilisé pour générer du texte. Ça, c'est la première façon d'utiliser. La deuxième façon de l'utiliser, c'était ce qu'on appelle les systèmes RAG, Retrieval Augmented Generation, où on va brancher une IA générative sur une base de données. Et maintenant, cette troisième génération qui est en train d'arriver, là, ça arrive dans notre plateforme Paradigm, c'est la plateforme de Lighten, des agents, c'est des systèmes qui permettent des workflows beaucoup plus complexes. Quand vous avez des données à transformer, prenez un scan d'une carte d'identité et comparez ça avec ma base de données client, par exemple, ou faites-moi une analyse d'un cours boursier sans avoir à faire... Et comme vous dites, c'est beaucoup plus simple à utiliser parce que c'est vraiment du no-code. On dit
qu'est-ce que tu veux faire. L'interface, c'est vraiment l'interface la plus simple possible. C'est une boîte de dialogue. Et on dit simplement quelle est la tâche qu'on veut effectuer. Et l'IA va utiliser plein d'outils, plein de tools différents qu'elle a à sa disposition pour effectuer une tâche complexe. Sur Big Data, il était également question de sécurité. Si l'IA constitue déjà un réel danger pour la sécurité du système d'information des entreprises, elle peut également, si bien utilisée, servir à se défendre face aux cyberattaques et aux cyberattaquants. On l'utilise à toutes les étapes du cycle de la cybersécurité, depuis l'identification des menaces, grâce à des techniques typiquement d'analyse de langage naturel. On l'utilise pour la protection des données à travers des approches de labellisation par l'IA pour le déploiement de techniques de sécurité centrée données. On l'utilise également en détection à travers des approches de machine learning pour la détection d'anomalies ou d'attaques. Et on l'utilise en rémédiation à travers des techniques d'optimisation de réponses basées sur l'apprentissage continu. Cette année, Big Data et Paris a souhaité donner plus de visibilité à la thématique du quantique en mettant sur pied un village dédié. Sur place, les visiteurs pouvaient notamment s'arrêter sur les stands d'entreprises comme Alice et Bob et Pascal, l'une des pépites de l'écosystème quantique national. So for us, I mean, big data and AI are sort of related fields to quantum, most from the perspective that it's both computational power, it's both different approaches to a very deep technology that you otherwise would not perhaps encounter. And so it's important for us to be present here and also to educate a bit more the world about both the similarities and the differences between big data and AI and quantum on the other side. Fundamentally, we see them as complementary. So you would use a big data and AI approach on one side, a quantum on the other, and then combined you get a better result than maybe each of them individually. What is next for you and Alice and Bob? I think you are working on a lot of things. Quantum is not a lot in the market yet because it's something very difficult to do and to develop. What's next for you, like in 5 years, for the next 5 years? So in the next 5 years, it would be great for us to build the kind of final device that we're looking forward to. But in the meantime, there's still a lot of investigation, a lot of research, a lot of progress to be made. From our personal perspective, we are building this hardware based on cat qubits, so proving that successively we can build better and bigger devices. But from the industry point of view, proving that all the theoretical principles that quantum is built on, so the superposition, the entanglement, actually lead to a computational advantage. That will be the key element. So one of the recent really positive results that occurred a couple of months ago was from Google, who have proven that error correction works as intended. And that's something that we as a company took very happily because, okay, one milestone down, let's move to the next one. And so we will now be building those. Dans les grandes nouvelles, la chose dont on est le plus fier cette année, c'est qu'on a été la première société au monde à vendre un ordinateur quantique à un acteur du privé, donc en l'occurrence à Aramco en Arabie Saoudite, que l'on installera l'année prochaine. Dans les grandes nouvelles sur les différents partenariats qu'on a fait, nous avons eu le plaisir de faire un partenariat avec IBM sur le fait de comment intégrer différents processus quantiques dans des calculs HPC pour High Performance Computing. Et l'autre nouvelle de partenariat que l'on a fait, c'est avec CMA-CGM, ce qui s'est passé en juillet. Et dans les nouvelles assez récentes, qui datent d'il y a 1 heure en fait, Google a décidé d'investir dans une autre compagnie qui fait la même technologie que nous, ce qui montre que la technologie des atomes froids a beaucoup d'avenir devant elle. C'est quand même une très bonne nouvelle pour nous que Google investisse dans cette technologie, parce qu'on est encore à un stade où personne n'est complètement sûr de quelle technologie hardware va finalement gagner la course. Il y a tout un tas de technologies, il y a les atomes neutres, donc ce que nous faisons et QERA font également. Il y a les atomes, il y a les ions piégés, il y a les atomes supraconducteurs, il y a les qubits, excusez-moi, supraconducteurs, il y a la technologie photonique, il y a tout un tas de technologies différentes. Et voir que IBM d'un côté ont choisi de faire un partenariat avec nous alors qu'eux sont partis de la technologie des supraconducteurs, que Google décide d'investir dans QERA alors qu'eux aussi étaient partis a priori de la technologie des supraconducteurs, ça envoie quand même de très bons signaux pour dire que la technologie qu'on a choisie à Pascal peut réaliser beaucoup de promesses du quantum computing. Le récap, c'est fini pour aujourd'hui. Il y avait évidemment beaucoup plus de choses à découvrir, mais pour ça, il faudra attendre la prochaine édition
que vous ne manquerez pas bien sûr d'aller visiter. Je vous rappelle que pour ne rien rater de l'actualité du numérique et de l'IT, vous pouvez consulter aussi souvent que possible le site IT for Business, le magazine et vous inscrire bien sûr au matinal pour échanger avec des témoins et des experts en direct. Les informations nécessaires s'affichent juste après le jingle. Quant à moi, je vous dis une bonne journée et à très bientôt. Just me.